janvier 99, a été le prétexte au bombardement via les accords de Rambouillet qui ont été menés de telle manière que les Serbes n'ont pas pu les signer, alors qu'au départ, ils étaient d'accord pour les signer. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, bienvenue pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Merci d'être toujours, comme j'insiste souvent, mais c'est la réalité, plus nombreux chaque semaine à venir nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Nous sommes plus de 517 000 abonnés. Vous êtes 517 000 abonnés à la chaîne d'Omerta. Nous vous remercions de cette fidélité, nous en sommes honorés. Et de cette fidélité, surtout à cette émission du Grand Entretien. Aujourd'hui, nous allons parler ex-Yougoslavie, nous allons parler origine du conflit avec Frédéric Saillot. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, à l'invitation d'Omerta. Je vous présente parce que c'est la première fois que vous êtes sur notre chaîne. Vous êtes journaliste, vous avez été au comité de rédaction de Balkan Info. Et à ce titre, et bien avant, vous avez sillonné ce qu'on appelle aujourd'hui l'ex-Yougoslavie. Vous publiez, je vais vous montrer votre livre « La fin de la Yougoslavie » aux éditions de L'Artilleur. Je vous montre une autre histoire, parce qu'on va apprendre des choses aujourd'hui, même si certains connaissent aussi, certains de nos auditeurs connaissent un petit peu les dessous de ce qui s'est passé dans les années 90 dans les Balkans. Première question, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire et à publier ce livre précisément maintenant? Est-ce que c'est la guerre en Ukraine, via le fait que la Yougoslavie fut le premier conflit majeur de l'ère post-soviétique et qu'il fallait, selon vous, comprendre justement les racines du problème? Non, ce n'est pas le conflit en Ukraine, c'est la situation au Kosovo. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai fait un certain nombre de reportages au Kosovo à partir de 2004, quand il y a eu des émeutes provoquées par les ex de l'UÇK, la guérilla albanaise qui a créé la situation qui a conduit au bombardement du Kosovo et de la Serbie. Lorsque ces émeutes ont éclaté, je me suis rendu là-bas. Ça a été mon premier travail de journaliste à titre privé. Vous aviez des attaches particulières dans la région Non, je connaissais un peu la Yougoslavie. Oui. Et à l'époque du conflit au Kosovo, j'étais prof de lettres. Mais depuis le début des guerres balkaniques, c'est-à-dire depuis la Croatie et la Slovénie en tout premier lieu, j'ai été attentif en lisant la presse à l'évolution du conflit. Donc au moment de ces émeutes de 2004, j'étais disponible et je me suis rendu là-bas pour essayer de me rendre compte de la situation parce que je trouvais un peu, suspect le fait que quelqu'un comme Kouchner, qui avait été le représentant du secrétaire général de l'ONU juste après les bombardements, disent tout ça ne serait pas arrivé si on avait accordé l'indépendance au Kosovo plus tôt, ce qui n'interviendra que quelques années après, en 2008, si je me souviens bien. Donc je me suis rendu là-bas une première fois. J'ai écrit un reportage que j'ai proposé à différentes rédactions, et c'est Balkan Info qui l'a publié. Donc pendant 6-7 ans, j'ai continué à retourner régulièrement là-bas pour voir, d'abord essayer de comprendre les racines du problème, pourquoi il y avait eu ces émeutes qui sont de véritables pogroms en fait. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'encore maintenant, lorsque vous allez au Kosovo, vous voyez des villages avec des maisons brûlées. Oui, tout à fait. Donc en 2004, c'était assez impressionnant. Mon premier reportage, je me suis baladé un peu partout au Kosovo. Notamment, je me souviens du quartier serbe de Prizren, qui est en hauteur sur la colline qui domine la rivière qui coule en bas de Prizren, dans le sud du Kosovo.
qui était entièrement brûlé sous les bâtiments de l'école de théologie de l'Église orthodoxe du Kosovo. Alors, je suis passé à Prizren aussi, mais il y a encore quelques Serbes, mais il n'y en a plus beaucoup, hein, vraiment, dans Non, il n'y en a ville, plus hein. beaucoup. Pourtant, il y a des monuments très importants qui témoignent de l'histoire et de la spiritualité serbe. Il y a une grande église au centre de Prizren. Elle est Et un entourée de monastère. barbelés. Ouais. Elle est partiellement fermée. Je vois très bien de quelle église vous parlez. C'est assez impressionnant de la voir comme ça. Et il y a un pope qui encore s'en occupe. Voilà. Et il y a un monastère à côté, le monastère Ouais. des Saints-Archanges, qui Ouais. est dans la vallée à côté de Prizren. Enfin Et bon, qui avait voilà. été détruit en partie en 2003, je crois, ce Oui, monastère, qui est par ces attaques dont vous parlez. en partie reconstruit. Mm. Voilà, donc après 2004, j'ai fait des reportages régulièrement jusqu'en 2011. Et puis après, j'ai commencé à travailler sur la Russie. Donc j'ai fait un certain nombre de reportages en Russie, à commencer par des reportages pour Balkan Info. Et quand Balkan Info a cessé de paraître en 2014, suite à la mort du directeur, Louis Dalmas, auquel je rends hommage ici ce matin, j'ai créé Eurasie Express, donc, dans lequel j'ai publié un certain nombre d'articles sur la Russie, sur le conflit en Ukraine. Mais la fin de la Yougoslavie, c'est un livre pour essayer de comprendre comment on en était arrivé là, au Kosovo à l'heure actuelle, où la situation des Serbes qui restent au Kosovo est dramatique. Vous écrivez en préambule du livre que l'éclatement de l'ex-Yougoslavie a commencé au Kosovo et s'achèvera au Kosovo. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ah, moi, je ne veux rien dire du tout. Je répète une parole que j'ai entendue lors d'un récent séjour au Kosovo. Et c'est quelque chose qui se disait beaucoup au moment de la guerre du Kosovo. Ça a commencé au Kosovo parce que, en fait, l'éclatement de la Yougoslavie, ça commence très tôt, mais il y a un point de rupture, c'est le dernier congrès de la Ligue des communistes yougoslaves en 1990. Et donc, le conflit intra-communiste a commencé avec le Kosovo. C'est-à-dire que les Slovènes ont pris le prétexte de ce qu'ils qualifiaient de répression des Albanais du Kosovo par Milosevic, qui avait amendé la Constitution de 1974, qui donc avait créé une large autonomie, qui a créé les prolégomènes de ce qui va devenir l'affirmation de chacune des intérêts de chacune des républiques, et qui va provoquer donc les sécessions, l'éclatement et les sécessions ultérieures. Donc c'est le cas du Kosovo qui a été le prétexte du conflit. Les Slovènes et les Croates proposant une quasi-confédération de ce qui était encore une fédération sur le papier. Les Serbes n'étant pas d'accord, et ça a été le dernier congrès de la Ligue des communistes, les premières élections libres, et puis tout le processus s'est enclenché là. Mais il y a un autre aspect, c'est que les Américains ont toujours, ils n'étaient pas, l'administration Bush père, n'était pas encline, si je puis dire, à intervenir en Yougoslavie. C'est Clinton, plutôt. C'est à partir du moment où Clinton n'est encore pas au début, où Clinton a été élu, que les Américains se sont impliqués davantage. Mais ils avaient un œil sur ce qui se passait au Kosovo et avertissaient que si la situation des Albanais au Kosovo empire, nous allons intervenir, parce qu'il y avait donc mené par Bob Dole, un sénateur républicain, un lobby albanais assez puissant aux États-Unis, de même qu'un lobby bosniaque. On va peut-être en parler à propos de l'évolution du conflit. Donc voilà pourquoi l'éclatement de la Yougoslavie a commencé au Kosovo, et actuellement, la situation au Kosovo montre que la situation n'est toujours pas résolue, et que notamment la politique de Kurti, l'actuel Premier ministre du Kosovo,
peut mener à une situation de tension. Alors je ne sais pas si vers un conflit, mais un nouveau conflit, mais en tout cas, la situation n'est pas stable. N'est pas réglé, n'est pas stable. Le nouveau Premier ministre, enfin nouveau, plus tout à fait nouveau, mais c'est lui qui a, par exemple, opéré le déploiement des forces de police kosovares dans les zones serbes, en particulier au nord de Mitrovica, créant des émeutes. On en est où aujourd'hui? Est-ce que les Serbes... je dis, moi, j'ai fait ce documentaire, ils étaient vraiment en position de repli et très... dans une situation très précaire. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui au Kosovo que l'élément serbe disparaisse? Alors, en sachant que c'est le centre religieux, spirituel de la Serbie. Voilà, c'est le cœur historique de l'État serbe, en effet. Donc la politique de Kurti, qui est Premier ministre depuis 2021, est une politique de pression contre la communauté serbe. C'est une politique ultranationaliste que les Serbes qualifient même d'ethno-nationaliste, d'ethniciste. Il est partisan de la Grande Albanie. Il ne s'en est pas caché dernièrement dans un discours qui a été vivement critiqué par les Américains, qui sont l'appui traditionnel des Albanais. Alors tout ça a commencé avec, comment dire, en 2015, en 2013 et 2015, il y a eu des accords sous l'égide de l'Union européenne pour régler la situation au Kosovo. C'est-à-dire qu'on demandait à la Serbie de permettre au Kosovo d'avoir une représentation internationale, c'est-à-dire quasiment une reconnaissance de l'indépendance du Kosovo. Et on demandait en contrepartie aux Albanais de permettre aux Serbes de créer une association des municipalités à majorité serbe. Il y en a 10 au Kosovo, et il y en a 4 au nord et 6 au sud. On a tendance à dire que les Serbes sont plutôt majoritaires au nord de l'Ibar, mais il y a aussi ce qu'on qualifiait d'enclaves jadis et qui, maintenant sont considérées comme des municipalités à majorité serbe. Il y en a 6 au sud du Kosovo, notamment à Stripce, qui se trouve vraiment au sud, vers les montagnes de Char-Planina. Tout près de la frontière albanaise. Alors, il faut savoir que Kurti, lui, il est opposé à cette création de l'association des municipalités à majorité serbe. Il considère cela comme l'instauration d'une Republika Srpska, qui est donc... l'équivalent de la Bosnie. Voilà. L'État autonome des Serbes de Bosnie au sein de la Bosnie, de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Et il a même, lorsqu'il a créé un mouvement qui s'appelle le Vetevendosie, autodétermination, qui était très actif au moment où c'était encore la communauté internationale qui gérait le Kosovo. Il a mené des actions très violentes contre la communauté, contre les institutions internationales. Et au moment de la signature, des accords de Bruxelles qui disposaient ce que je viens d'expliquer, il a même fait une manifestation au sein du Parlement de Pristina avec une manifestation violente pour protester contre cet accord sur l'association des municipalités serbes. Alors on voit comment ce personnage qui est maintenant Premier ministre depuis 2021 va mettre en œuvre ce que les accords l'obligent à faire. Alors, je voudrais revenir aux origines. Il y a le bombardement de la Serbie. Vous aviez enquêté justement sur le déclenchement de ce bombardement, c'est-à-dire le prétexte au bombardement qui était la ville de Račan. En passant par Pristina il y a 3 ans, j'avais noté que le plus grand bâtiment de la ville, c'était l'ambassade américaine. Les tweets d'ailleurs de l'ambassadeur ressemblaient à des ordres. On avait l'impression qu'il dirigeait le pays.
Sur les places, il y avait les statues de Bill Clinton et de Madeleine Albright. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur l'intention des Américains dans ces guerres? Je sais par exemple qu'en Afrique, le terme, au Congo en particulier, le terme de balkanisation est utilisé pour désigner justement la création d'États sous contrôle américain. Alors avec Trump, ça change un peu. Mais est-ce que vous avez l'impression d'ailleurs que ça change avec Trump? Quelle est l'influence américaine et est-ce que c'est les Américains qui ont causé tout ça? Alors, votre question Elle est vaste. demanderait des heures de développement. Ouais. Disons qu'en effet, le massacre de Ratchak, en décembre 80, non, en janvier 99, a été comment dire, le prétexte au bombardement via les accords de Rambouillet qui ont été menés de telle manière que les Serbes n'ont pas pu les signer, alors qu'au départ, ils étaient d'accord pour les signer. Mais Madeleine Albright, qui était la secrétaire d'État américaine à l'époque, a fait en sorte que les Albanais signent et pas les Serbes, ce qui a déclenché les bombardements. Ouais. Alors l'implication américaine, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, ils n'étaient pas chauds au départ avec Bush père, et progressivement, l'administration Clinton s'est impliquée à un moment où c'était l'ONU et l'Union européenne qui tâchaient de trouver une solution pour la guerre en Bosnie. Donc le problème qui était posé à cette époque-là, c'était que la mission de l'ONU était une mission de paix, mais comment instaurer la paix sans contraindre, sans créer une situation dans laquelle les parties vont pouvoir discuter et évoluer vers un compromis pour mettre fin au conflit. Ça n'a jamais pu avoir lieu. Un des représentants de l'ONU souligne que Izetbegovic, qui était le président de la Bosnie et donc le leader des musulmans de Bosnie, a toujours refusé de discuter directement avec les bosno-serbes, avec Karadzic et Mladic. La mission de l'ONU a fini par échouer lorsque le deuxième plan de paix, il faudrait qu'on parle des plans de paix aussi tout à l'heure parce que c'est important, le deuxième plan de paix qui était le plan de Cyrus Vance qui représentait l'ONU et David Owen qui représentait la communauté, l'ancien ministre des Affaires étrangères britannique qui représentait l'Union européenne. Lorsque ce plan a échoué, les États-Unis ont progressivement essayé d'imposer un règlement du conflit par une pression de plus en plus importante contre les bosno-serbes, une pression militaire, donc en relativisant donc la place de l'action de l'ONU. Ce qui a conduit au bombardement des bosno-serbes grâce à l'action de Richard Holbrooke. Richard Holbrooke était le directeur pour l'Europe et le Canada du département d'État américain. Et dès 92, dès avant avoir été nommé à ce poste en 94, dès 92, il avait pris fait et cause pour les Bosniaques, les musulmans qui se sont nommés Bosniaques donc dans le cours du conflit, contre les bosno-serbes qu'il qualifiait, c'était vraiment les bad guys. Dans la dichotomie américaine good guys, bad guys, les Serbes, c'était ceux qu'il fallait... Et vous lui reprochez à Richard Holbrooke son ignorance, vous dites. Son ignorance sur la situation. Alors, je ne sais pas si c'était une ignorance réelle, je serais tenté de le penser, ou une ignorance délibérée de façon à imposer sa politique. Mais ce Richard Holbrooke, donc, il va... imposer le règlement de Dayton pour la Bosnie, on va le retrouver comme envoyé spécial de Clinton au Kosovo, en tandem avec Madeleine Albright, qui était devenue secrétaire d'État américaine, et puis d'autres, et le général Wesley Clark, qui était le second d'Holbrooke
pour le règlement du conflit en Bosnie, qui va donc diriger la mission de l'OTAN au Kosovo. Donc cette implication américaine, elle devient évidente, il me semble, en grande partie grâce à Richard Holbrooke, à partir de 94-95. Est-ce que l'intention, même 93. Est-ce que l'intention de ces personnages, Richard Holbrooke, Madeleine Albright, avec l'influence néoconservatrice, est de créer délibérément des proto-États à la solde des États-Unis? Je me rappelais la taille de l'ambassade à Pristina, ses statuts, la Macédoine du Nord est aussi un État, quand je dis balkanisation, c'est ça. Est-ce que c'était l'intention dès le départ? Alors la balkanisation, c'est un terme qui est utilisé. Alors, il a commencé, je crois, à être utilisé au moment du traité de Berlin qui réglait le conflit entre la Turquie et la Russie, qui réglait la situation dans les Balkans après la défaite de la Turquie dans la guerre russo-turque. La balkanisation, c'est la création d'États qui sont aux limites de l'influence des empires et qui permettent, qui sont des pseudo-États en fait, qui donc sont à la marge des zones d'influence des empires. Voilà. Donc la volonté d'intervenir dans les Balkans de la part des États-Unis, telle que leur politique a évolué, est liée à plusieurs choses. Je pense que ça intervient dans le cadre de la fin de l'ordre de Yalta. Il y a eu l'éclatement de l'ex-URSS, la prise d'indépendance des pays d'Europe centrale. Donc c'est une volonté d'affirmer une nouvelle utilisation de l'OTAN sous commandement américain et la volonté d'étendre l'influence américaine dans cette zone qui n'était pas une zone sous influence soviétique. Souvent, les Russes, d'ailleurs, considèrent que l'affaire de la Yougoslavie sonne comme un préambule de l'extension à l'est de l'OTAN. Milosevic a dit, après la Serbie, ils s'attaqueront à la Russie. Vous êtes d'accord sur cette vision des... C'est ce qui se disait. C'est ce que... Donc, je cite cette parole de Milosevic dans le livre, dans le dialogue qu'il a avec Kozyrev, qui était le ministre des Affaires étrangères de Yeltsin. Alors lui, Kozyrev dit ça, c'est typiquement le discours de l'opposition communiste et nationaliste à Moscou. Parce qu'il y avait à l'époque une lutte politique entre les libéraux avec Yeltsin qui tâchait de trouver un équilibre entre les différentes forces, les libéraux d'une part et puis les communistes et les nationalistes de l'autre. En effet, c'est ce qui se disait à l'époque, c'est ce qui se disait aussi à Balkan Info. Je cite Costa Kristic. Donc voilà, ça se dit, c'est une... je pense qu'en effet, les guerres yougoslaves, j'essaie de développer ça dans un chapitre à propos de ce que je considère comme une occasion manquée de collaboration entre l'Union européenne d'une part et la Russie post-soviétique d'autre part pour régler de façon plus négociée le conflit en ex-Yougoslavie. Parce que Kozyrev, il est sur le narratif occidental. En effet, il va être taxé de Monsieur Da, alors que Gromyko, l'ancien ministre des Affaires étrangères soviétique, était qualifié de Monsieur Niet.
Donc, Kozyrev reprend le narratif occidental, mais je pense qu'il était de bonne foi et qu'il voulait véritablement aider les Serbes, parce que traditionnellement, c'est vrai qu'il y a une proximité culturelle, civilisationnelle entre les Serbes orthodoxes et les Russes qui étaient orthodoxes jadis, qui le sont redevenus d'une certaine manière, mais à mon avis de façon un peu superficielle. Voilà. Donc il était partisan d'utiliser cette proximité pour essayer d'aider les Serbes à trouver une solution avec leurs voisins, avec ceux qui devenaient leurs voisins, les Bosniaques, les Croates, etc. Et ça aurait pu être évité, tout ça, ce bain de sang moi, je pense qu'il y a... qui a duré 8 ans. Ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est qu'il y a eu 2 fautes majeures. La première, c'était la question des frontières et des minorités, qui était sans cesse mise en avant par Mitterrand, qui, lui, savait ce qui se passait en ex-Yougoslavie. C'était pas Holbrooke. En effet, donc il mettait en garde sur la reconnaissance prématurée des indépendances de la Croatie et de la Slovénie, surtout de la Croatie, où il y avait d'importantes minorités serbes. Et la Krajina. Dans la Krajina et plus haut dans la Slavonie orientale et les Slavonies orientales et occidentales. Et alors, ce que j'ai appris en étudiant notamment les mémoires de David Owen, qui était un des négociateurs de la britannique, britannique de la Commission internationale pour l'allègement en ex-Yougoslavie, c'est que dès juillet 91, dès le moment où on commençait les problèmes en Croatie, la présidence de la Communauté économique européenne, ce n'était pas encore l'Union européenne, qui était dévolue à la Hollande, cette présidence hollandaise a proposé aux 11 autres partenaires de la communauté européenne de discuter la possibilité de modifier les frontières internes de la Yougoslavie. Et notamment sur ces questions d'importantes minorités serbes en Croatie et en Bosnie. Les 11 autres ont refusé catégoriquement. C'était, disait-il, de l'épuration ethnique. Oui. Alors, cette question de l'épuration ethnique, j'essaie de réfléchir dessus dans le livre. Ce qui a été qualifié très tôt d'épuration ethnique, c'était la possibilité pour les communautés de coexister en définissant les endroits où ils pouvaient vivre de façon autonome. Donc le refus de ce partage des populations de façon pacifique et négociée a entraîné une véritable épuration ethnique. C'est-à-dire qu'il y a eu des massacres, il y a eu des zones dans lesquelles vivaient des minorités qui ont été nettoyées, aussi bien des Serbes en Croatie que des Bosniaques en Bosnie, etc., etc. Donc, c'était la première faute. Je pense que Védrine dit quelque part, l'ancien ministre des Affaires étrangères dit quelque part que nous nous trouvions sur un toboggan diplomatique et il y a une telle précipitation dans l'évolution des événements qu'il était impossible d'arrêter une dynamique qui allait conduire à ce qu'on a connu. Moi, je pense... je réfléchis et j'appelle les lecteurs du livre à réfléchir à cette question. Est-ce qu'il aurait été possible, au moment où la présidence hollandaise de la Communauté européenne proposait de discuter des frontières internes, est-ce qu'il était possible de faire évoluer la situation de façon moins dramatique ? Et la deuxième chose, c'était ce chapitre que je consacre aux relations avec la Russie post-soviétique. Je pense que Hubert Védrine m'a déclaré lors de l'interview que je cite dans le livre
qu'à l'époque, les Américains disaient on a gagné la guerre froide, donc oui, tout ça, il y avait cet état d'esprit. C'est des gens, reliquats. Voilà. Donc on n'a pas à tenir compte de ces gens-là. Mais sur la question sur la question du toboggan, ça rejoint une remarque que m'avait fait le général Morillon sur la Bosnie, qui expliquait que si la Bosnie avait été choisie pour accueillir les troupes de l'ONU, dans le cadre du règlement de la guerre entre la Croatie et la Serbie, c'est parce que c'était plutôt calme, et qu'à partir du moment où il y a eu la reconnaissance de l'indépendance, les choses sont parties et les tensions se sont exacerbées jusqu'à Sarajevo, quoi. Srebrenica, pardon. C'est vraiment la même idée, c'est-à-dire qu'on provoque et on passe notre temps à courir après quelque chose, ça fait boule de neige et ça devient une catastrophe. Oui, ça a été une connerie, si je puis me permettre, au départ. Quand la Forpronus, c'est-à-dire la force de paix de l'ONU, les casques bleus, ont été déployés dans les zones serbes de Croatie pour calmer le jeu, l'état-major de cette Forpronus a été installé à Sarajevo. C'est ça. Au moment où Izetbegovic, qui a saisi l'occasion qui lui a été offerte par la fameuse commission Badinter, qui était censée donc réunir des présidents des conseils constitutionnels de différents pays européens, chapeautés par Robert Badinter, donc, Vous êtes très critique vis-à-vis de Badinter. Qui était censé... Parce qu'elle a donné... C'est un symptôme à côté. Elle a donné l'occasion, donc en donnant un avis, les conditions ne sont pas réunies pour que la Bosnie déclare son indépendance parce que les Serbes n'ont pas été associés, c'est bien remarqué, mais il y a la possibilité éventuellement de régler la question par un référendum. Donc le référendum, il était évident sur l'indépendance de la Bosnie, il était évident que les Serbes allaient le boycotter parce que démographiquement, les musulmans et les Croates qui donc tactiquement s'associaient aux musulmans allaient voter pour. Donc de quoi on parlait déjà ? On était sur l'accélération le cataclysme qui est venu. Donc voilà, l'état-major de la Forpronus, ce qui est critiqué d'emblée par Morillon et surtout par Mackenzie, le général canadien Mackenzie, qui a écrit un bouquin tout à fait remarquable sur sa mission en tant que chef de l'état-major, et après il va devenir le chef de la Forpronus à Sarajevo. Il assiste donc au début de la guerre de Bosnie à Sarajevo. En première loge. Et d'une certaine manière, est-ce que la présence de l'état-major de la Forpronus à Sarajevo au moment du référendum n'a pas favorisé les premiers événements du conflit, à savoir l'instauration de barricades des différents camps serbes et musulmans. Je précise là ce qui est peu connu. Donc il y a une carte de Sarajevo donc, qui est publiée dans le livre, c'est qu'il y avait un quartier serbe à Sarajevo, ce dont on ne parle pas. On a présenté à l'époque la situation. Sarajevo est une ville encaissée, environnée de Serbes qui la bombardent en permanence. Non, il y avait un quartier serbe à Sarajevo, Grbavica, au sud de la rivière qui traverse Sarajevo. Et la guerre a commencé là. Les affrontements entre le camp musulman qui était d'emblée, qui a été armé, avec les forces bosno-serbes, ont commencé à ce moment-là, quoi. Je profite du fait que nous parlons de Sarajevo pour recueillir votre avis. Les procureurs de Milan viennent d'ouvrir une enquête pour identifier les ressortissants italiens, mais aussi d'autres nationalités, qui auraient participé à des massacres de civils durant le siège de la capitale bosnienne, entre 92 et 95. On a appelé ça les snipers du week-end. Avez-vous eu connaissance de tels agissements barbares qui se perpétraient évidemment avec la complicité des Serbes de Bosnie ? Non, je n'ai pas enquêté sur cet aspect-là des événements. Vous n'en avez jamais entendu parler avant ? J'ai entendu parler de tirs de sniper des différents côtés, et notamment du côté musulman. Les premières victimes de la Forpronus, des forces de paix, étaient des soldats français sur l'aéroport de Sarajevo qui ont été assassinés par des snipers musulmans.
Voilà. Donc, ils étaient régulièrement auteurs du fait pour leur politique, c'est-à-dire Ouais. pour présenter la situation comme ne nécessitant pas d'aide humanitaire, mais pour obtenir donc une aide, une intervention militaire plutôt que celle qui aura lieu donc quand Holbrooke va devenir véritablement actif à partir de 1994. Alors, vous notez à plusieurs reprises une attitude anti-serbe dans de nombreux médias occidentaux. Enfin, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de snipers du côté serbe. Hein. Oui, mais bon. En tout cas, il y a une enquête, voilà. Oui, donc attitude anti-serbe de la plupart des médias occidentaux, hein, Le Monde, etc. À quoi est-ce dû, selon vous, puisque traditionnellement, les Serbes, c'était les alliés des Français. D'ailleurs, ils nous le rappellent quand on discute avec eux, l'alliance entre la Serbie et la France. Pourquoi est-ce qu'on a pris... Alors, j'ai pas enquêté sur la presse. Il y a un ancien participant du comité de rédaction de Balkan Info qui a écrit un livre à ce sujet, dont je ne me souviens plus le titre. Mackenzie, non, c'est pas Mackenzie, c'est Bachelet, le général Bachelet, donc, qui sera chef de la Force-Pronu à Sarajevo, a eu maille à partir avec la presse française. Ouais. Parce qu'au moment où ont commencé les bombardements contre les Serbes, suite donc à l'ultimatum qui avait été lancé par l'OTAN, et suite surtout au deuxième attentat dit du marché de Marcal, alors que l'attentat s'est produit dans une petite rue à côté de la place du marché en août 1995. Donc l'intervention de l'OTAN s'est déroulée en deux phases. Des bombardements aériens commandés par le général britannique Smith, qui a quand même mis en œuvre plusieurs centaines d'avions contre les forces bosno-serbes. Parallèlement à ça, il y a eu l'intervention de l'artillerie de la force de réaction rapide qui avait été créée par Alain Juppé et qui était commandée par Bachelet. Bachelet était partisan du fait qu'il fallait, si on déclenchait des tirs contre les bosno-serbes, il fallait cibler véritablement des objectifs stratégiques et ne pas risquer de toucher la population. C'est ce qu'il a fait. Il a constaté que c'était productif et il a arrêté les tirs. Donc, ce qui a été critiqué par la presse française, qui a parlé c'est comme si Leclerc avait arrêté ses chars de la 2e DB aux portes de Paris. Donc il y a eu une campagne de presse contre lui, mais il tient à préciser, alors une campagne de presse contre lui notamment de la part de l'AFP, de Ouest France et du Monde notamment. Mais il tient à préciser qu'un journaliste de Libération a pris sa défense. Donc, et puis, il y a un autre élément qui contredit un petit peu, si vous voulez, l'unanimité de la presse française contre les Serbes. C'est Agathe Lojard, Lojard, je ne sais pas comment on dit, une journaliste du Monde, qui, au moment où on présentait Sarajevo comme mourant de faim, assailli par les Serbes et une population décimée par les snipers serbes, qui parle des approvisionnements monopolisés par la présidence bosniaque, de façon à présenter la population qui était un peu prise comme bouclier humain, à la présenter comme souffrante et nécessitant une intervention internationale. Donc voilà. Je n'ai pas enquêté spécifiquement sur c'est déjà des éléments, l'attitude de la presse française, mais la façon dont Bachelet a été diabolisé par, pas l'ensemble, pas systématiquement l'ensemble, mais par un grand nombre de titres de la presse française, ça montre à quel point, en effet, il y avait un parti pris. Alors il y a aussi, je cite Jacques Merlino, donc, qui était rédacteur en chef de France 2. Lui dit qu'à Sarajevo, tout le monde savait qu'il y avait des djihadistes du côté musulman,
mais personne n'osait en parler parce que c'était prendre le risque de se prendre une balle dans la tête. Mais alors justement, on garde en mémoire à propos de la Bosnie, les horreurs perpétrées par cette fameuse brigade Al-Moudjahed qui avait été dirigée par des anciens du GIA. C'était l'époque de l'Afghanistan aussi, où il y avait le djihad en Afghanistan, mais des membres, par exemple des Français, Christophe Caz, Lionel Dumont, célèbres en raison de leur appartenance au gang de Roubaix, étaient venus faire le djihad en Yougoslavie, en Bosnie, pardon, avec l'assentiment d'Izek Begovic, qui s'était fait d'ailleurs filmer avec eux. C'est quand même intéressant quand on redécouvre ça. Vous avez consacré un chapitre sur l'influence des islamistes sur cette guerre, mais on s'aperçoit que la Yougoslavie cumule les premiers prix. Première guerre après l'URSS, mais aussi première armée du djihad, ou deuxième si on ajoute l'Afghanistan. C'est le terreau des fléaux modernes, quelque part. Alors, en effet, il y a eu une implication de bataillons djihadistes. Alors, le chapitre, je l'ai consacré plus particulièrement à l'implication des États islamiques. Oui. C'est-à-dire qu'en effet, c'est un sujet qui est peu abordé, mais donc aussi bien la Turquie que l'Arabie saoudite, que l'Iran surtout, sont intervenus en Bosnie. Et Izet Begovic a tâché de jouer entre ces différentes puissances islamiques de façon à obtenir de l'aide, y compris sur le plan militaire, qui lui a été donné d'ailleurs, et sur le plan diplomatique également. Donc, en effet, par exemple, le premier attentat qui a été mis en exergue par la presse, c'est donc une file d'attente devant une boulangerie à côté, dans le centre, dans la vieille ville de Sarajevo, qui a fait l'objet d'un tir de mortier qui a fait de nombreux morts, 18 je crois, quelque chose comme ça, qui a été attribué aux Serbes, mais très rapidement on s'est rendu compte. Il y a eu un rapport de l'ONU que Jacques Merlino a essayé de récupérer, mais qu'il n'a jamais pu récupérer, un rapport de l'ONU qui a établi que c'était donc un tir musulman qui avait tué les gens qui faisaient la queue pour acheter du pain, qu'on avait donc prévenu à l'avance. Venez là, ce jour-là, il y aura une distribution de pain. Et la file d'attente, c'était des Serbes. C'était des Serbes qui vivaient encore dans le centre de Sarajevo. Et donc, ce qu'on a appris par la suite, c'est que cet attentat a été perpétré par une unité spéciale de djihadistes qui avait été formée au terrorisme dans un certain nombre de zones où agissent sur le plan international les djihadistes. Et puis, je cite dans le livre aussi les livres de Pierre Bunel, du commandant Bunel, je me souviens plus, je crois qu'il a un prénom composé, Pierre-Henri, je crois, qui donc lui faisait partie c'est un arabisant, donc qui a fait partie de l'unité de renseignement de l'UNPROFOR, enfin de la mission internationale, qui lui a enquêté sur la présence des djihadistes en Bosnie à ce moment-là. Dernière question, puisque le temps file. Quid de l'influence de l'Europe aujourd'hui sur cette région, d'Ursula von der Leyen, par exemple, qui a fait une visite il n'y a pas très longtemps, en distribuant des sommes d'argent aux pays méritants. J'ai noté l'autre jour aussi la diplomate en chef de l'Europe, Kaja Kallas, qui faisait en Bosnie une revue des troupes, comme si elle était un chef d'État. Comment vous voyez cette influence aujourd'hui ? Alors, l'Union européenne, au moment où elle se forme, donc au moment où elle n'était pas en mesure de prendre toute la mesure de ce qui se passait en ex-Yougoslavie et d'intervenir donc sur son propre sol, en fait, sur sur le territoire de l'Europe,
essaye de récupérer les choses à l'heure actuelle. Je pense qu'ils se rendent compte, les venues régulières de Van der Leyen, de Kaja Kallas, de l'envoyé spécial pour le dialogue entre Pristina et Belgrade, signalent en effet qu'il y a une inquiétude de l'Union européenne sur ce qui se passe actuellement, aussi bien au Kosovo qu'en Bosnie, parce qu'en Bosnie aussi, on n'en a pas parlé, mais actuellement il y a un conflit entre la présidence de la Republika Srpska et le haut représentant Christian Schmitt. Et le gouvernement central de Bosnie-Herzégovine et le haut représentant, qui est le véritable proconsul international. Bien sûr, là encore, c'est quelque chose qui a des pouvoirs démesurés, qui peut se permettre donc de démettre des gens qui sont élus. Vous voyez donc, avec ce qui se passe au Kosovo qu'on a évoqué tout à l'heure, il y a véritablement une inquiétude de l'Union européenne sur l'évolution de la situation là-bas. Alors, les provocations d'Albin Kurti, donc le Premier ministre du Kosovo, sont régulièrement critiquées, disant l'Union européenne dit c'est pas bien, il aurait fallu dialoguer avec les Serbes avant de leur fermer toutes leurs institutions, avant de remettre en cause leurs droits, avant de ne pas, de mettre des obstacles à la réalisation de l'association des municipalités serbes, mais ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas des sanctions qui devraient être prises, à part des sanctions financières. L'argent qui est distribué au titre de l'aide au développement des pays des Balkans occidentaux n'ont pas été attribués au Kosovo du fait du retard qui est pris dans la formation du nouveau gouvernement. Il faut savoir qu'il y a eu des élections législatives en février de cette année, au début de cette année, qu'il n'y a toujours pas de gouvernement. Il va y avoir de nouvelles élections. Il va y avoir de nouvelles élections au mois de décembre. Donc voilà, pour tout ça, le Kosovo n'a pas reçu les crédits qui devaient lui être attribués. Et dernière chose, c'est donc l'évolution de la politique américaine à l'égard du Kosovo. L'administration Trump a levé les sanctions contre Dodik et les dirigeants de la Republika Srpska. Ça veut dire que la situation connaît une modification assez substantielle. Assez substantielle. Et les États-Unis, alliés traditionnels des Albanais, c'est eux qui ont créé la situation au Kosovo. Critiquent eux aussi, on reste au stade de la critique, mais critiquent très fortement Kurti et son projet de création de la Grande Albanie. Ça, c'est quelque chose qui risque de faire exploser les Balkans à nouveau. Et vous voyez une possibilité de guerre à nouveau ? Parce que quand on était en Bosnie, je me souviens d'avoir discuté avec des gens des trois camps, et il y avait une phrase qui revenait, c'est aujourd'hui c'est la guerre mais sans les armes. Sous-entendu, les armes sont là, quelque part. Écoutez, il est difficile de dire de quoi l'avenir est fait, bien mais sûr, la situation est grave, je dirais. Frédéric Saillot, merci beaucoup d'être venu sur Omerta pour nous rencontrer, pour nous expliquer un petit peu cette fin de la Yougoslavie et toutes les implications que ça a pu avoir. Je remonte votre livre, La fin de la Yougoslavie, vraies causes et conséquences des guerres des Balkans. C'est aux éditions de l'Artilleur. Merci à vous. Quant à vous, chers auditeurs, j'espère que cette émission vous a plu et que vous reviendrez encore plus nombreux la prochaine fois pour la prochaine édition du Grand Entretien. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis portez-vous bien. À bientôt.